Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de En direct du Sénat, votre programme qui revient tous les jeudis sur les temps forts de l'actualité de la Chambre haute du Parlement. Voici les titres cette semaine. À la une de cette première de 2026, il y a la situation politique et l'impasse autour du budget. Le texte revient en commission à l'Assemblée nationale aujourd'hui, alors que sur ce texte, le torchon brûle entre le gouvernement et le Sénat. Également, à la une cette semaine, l'opération des forces spéciales au Venezuela, l'arrestation de Nicolas Maduro, Donald Trump qui menace désormais de conquérir le Groenland. Quelles doivent être les réponses de la France et de l'Europe? Sylvie Bermann était reçue au Sénat. Troisième titre de cette édition, les socialistes qui ont tenté de faire adopter hier une proposition de loi visant à offrir un statut de fonctionnaire aux AESH, ces personnels accompagnant les élèves en situation de handicap. La droite et le centre s'y sont opposés. Et enfin, la délégation aux droits des femmes du Sénat qui continue ses travaux sur la montée en puissance des réseaux et mouvements masculinistes. Mais d'abord, donc, la tension qui reste vive entre la majorité de la droite et du centre du Sénat et le gouvernement sur le budget. Pour rappel, l'examen du texte est dans l'impasse depuis décembre. Une loi spéciale a bien été adoptée, mais il faut toujours essayer de trouver un accord sur le projet de finances. Écoutez la ministre des Comptes publics ce midi devant l'Association des journalistes parlementaires. Un budget, c'est un exercice qui demande du travail. Mais c'est aussi un exercice qu'on ne peut pas détacher du reste du monde. L'hémicycle, l'Assemblée n'est pas une île. Et nous sommes ici au cœur d'un lieu essentiel de la vie démocratique de notre pays, mais nous sommes au cœur de la France, nous sommes au cœur de l'Europe et nous sommes au cœur du monde. Donc la première chose, c'est qu'il faut prendre la question, à mon avis, un peu dans l'autre sens. C'est qu'est-ce que notre pays risquerait à ne pas avoir de budget au-delà des quelques jours et semaines que la loi spéciale, au fond, nous donne pour avoir précisément un cadre d'action et un cadre qui permet à notre pays d'être fort dans un moment où il doit l'être. Quand vous voyez à l'extérieur de nos frontières, le Venezuela, les questions qui se posent maintenant, on voit bien aussi sur le Groenland, les enjeux du multilatéralisme, les enjeux en Ukraine. Ici à Paris, il y a moins de 48 heures, une annonce majeure à la fois sur un plan de paix, un plan de protection de la paix dès qu'elle pourra advenir en Ukraine. On a besoin, nous, seule puissance de dissuasion nucléaire dans l'Union européenne, d'avoir les moyens de nos actions et les moyens de notre puissance. Et dans ce qui concerne nos crises et nos défis intérieurs, je pense évidemment au sujet agricole, nous avons sous nos fenêtres une manifestation actuellement, quand on voit les enjeux européens de Mercosur, quand on voit les enjeux européens de commerce, on a évidemment besoin d'avoir deux choses. Un pays qui n'est pas bloqué parce que sa classe politique tournerait en rond. Et nous avons besoin de la deuxième chose, de savoir ce que nous voulons pour nous-mêmes avant de savoir ce que nous voulons dire et faire en Europe et dans le monde. Une classe politique qui tournerait en rond, elle a déjà tourné un peu en rond, disons, tout l'automne. Là, qu'est-ce qui va débloquer et faire en sorte qu'elle ne tourne plus, qu'elle tourne carré, quoi. La première chose, c'est qu'on n'a pas complètement tourné en rond à l'automne. Et je pense qu'on a vite oublié qu'on a quand même fait quelque chose qui n'était pas écrit, qui avait suscité beaucoup de scepticisme initialement, c'est que nous arrivions à faire voter un texte budgétaire sans majorité absolue, sans 49.3. C'est le budget de la sécurité sociale. On est aujourd'hui le 8 janvier. Contrairement à l'année dernière, depuis 8 jours, les hôpitaux ont un budget, les soignants ont un budget, les retraités ont un cadre pour évidemment se projeter, les personnes qui accompagnent les Français en situation de handicap, les Français dépendants, savent comment ils peuvent fonctionner. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a un peu vite oublié, mais qui est un fait politique majeur. C'est que nous avons réussi à ce qu'au fond les partis de gouvernement considèrent que, tout en restant pour certains dans l'opposition, et que d'autres étaient effectivement dans une forme de majorité très très relative, ou une minorité gouvernementale, on peut l'appeler comme ça, il n'y a pas de majorité absolue, vous voyez bien dans l'hémicycle, eh bien chacun en gardant son identité pouvait mettre les intérêts du pays avant ses intérêts partisans. Partisans, pourquoi? Parce que je veux dire que les élections présidentielles, les élections municipales, si nous n'avions pas, avec le Premier ministre, je crois très fermement dit que ce gouvernement, lui-même, n'est pas dans un calendrier électoral, n'est pas candidat à l'élection présidentielle, ne se place pas dans un jeu d'échéance de court terme, mais bien dans l'idée que nous avons 18 mois avant un moment démocratique majeur, les présidentielles de 2027, et que notre enjeu, c'est de pouvoir agir ici et maintenant pour les Français, eh bien, si nous n'avions pas fait collectivement, je pense, ce choix, alors nous aurions eu une très grande incapacité à effectivement dépasser une forme de blocage. Et donc, première chose, d'abord, d'où on vient.
On vient d'un moment où, moi je tiens à dire clairement, il y a ceux qui veulent tout bloquer, les insoumis, d'une certaine manière le Rassemblement national, deux partis obsédés par les élections, qui veulent faire revoter les Français. Marine Le Pen et son parti veulent faire revoter les Français parce qu'ils considèrent qu'en 2024, ils ont mal voté le législative, que si on faisait une dissolution, ben, ils voteraient à leurs yeux sûrement mieux et que les choses seraient claires. Et puis vous avez les insoumis qui veulent refaire revoter les Français pour les présidentielles parce que manifestement en 2022, les Français n'ont pas bien voté. Et puis vous avez d'autres partis, je pense en particulier au Parti socialiste, aux LIOT, aux indépendants, à certains d'ailleurs écologistes qui sur le PLFSS et à certains communistes également, qui ont considéré qu'on pouvait être tout à la fois dans l'opposition, mais agir pour les Français et ne pas confondre le budget 2026 avec les tracts pour la présidentielle 2027. Et je pense qu'il faut qu'on soit clair sur le sujet. Alors pourquoi j'ai deux, au fond, la volonté de l'optimisme et l'optimisme du réalisme peut-être? Bon, on a eu une commission mixte paritaire qui n'a pas été conclusive. Elle a duré une demi-heure. Bon, je pense que tout le monde comprend bien que quand quelque chose dure une demi-heure, c'est qu'on n'a peut-être pas fait tous nos meilleurs efforts que... Voilà. Moi, j'étais pas dans la pièce, donc c'est un constat. Je l'ai regretté. Je pense que vous avez entendu le regretter. Maintenant, il faut avancer. Donc, le gouvernement, on nous dit tout bout de champ qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Eh bien, on a pris nos responsabilités en considérant qu'il était de notre devoir de faciliter ce travail de convergence. Non pas pour arriver en disant « voilà la vérité, merci vous tous de vous mettre d'accord sous mon autorité », mais plutôt que nous, vous avez vu à Bercy, invitions toutes les forces politiques, sauf celles qui manifestement veulent bloquer, les Insoumis et le RN, à participer à, au fond, un travail où on s'est donné du temps, de l'écoute. Ça a duré 4h30. Le but, c'est pas que ça dure, mais que ça nous a permis de revoir tous les points de tension, de friction, de divergence de la commission mixte paritaire. Et je crois qu'un certain nombre de participants à cette réunion ont fait savoir à certains d'entre vous que, bien sûr, nous n'avions pas conclu l'ensemble des points, mais que chacun, je crois, est sorti de cette réunion, et moi la première, sur l'idée que, 1, nous pouvions trouver un compromis, c'est possible. 2, que nous n'en sommes pas loin, et je pense qu'il faut l'affirmer, mais que 3, il faut aussi qu'on regarde qui était là et qui n'était pas là. Et de facto, je remarque que Jean-Luc Mélenchon a peut-être mené une opération qui manifestement a fonctionné, qui était une forme de piège, qui était de s'enthousiasmer de l'absence à une réunion de groupes politiques qui ne sont pas le sien, parce que les Insoumis, on voit bien, mettre cette pression en continu sur l'idée qu'il faudrait qu'au fond le blocage dure. Et qu'on sait que les Insoumis prospèrent sur le blocage. Jean-Luc Mélenchon prospère sur le blocage. Et je veux juste conclure. Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose qui, pour moi, doit être noté. Il dit, au fond, ces partis ont bien fait de ne pas venir à Bercy parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la combine pour trouver un budget. Bon, je vous le dis très sincèrement, moi, je ne suis pas dans la combine. Je pense que quand les partis politiques viennent à une réunion, à l'invitation du gouvernement, pour trouver des points de convergence, pour faire savoir aussi leurs divergences, pour les faire savoir à des acteurs politiques qui ne sont pas leurs amis, mais qui sont leurs opposants politiques. Ça ne s'appelle pas la combine, ça s'appelle trouver une solution. Et au fond, il y a bien deux visions de la politique, sans être manichéen, mais qu'on doit quand même constater. Vous avez une partie de la classe politique qui est dans la radicalité, ça s'appelle les extrêmes, qui ont une vision assez binaire des choses, qui n'hésitent pas à faire de la mise en scène et parfois une forme de théâtre, et qui considèrent qu'on peut jouer et rejouer avec les élections, et qu'au fond tout ça est un exercice, une forme de spectacle aussi. Et puis vous avez des partis de gouvernement qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui sont d'accord sur un essentiel, c'est qu'il faut que notre pays avance et les moyens de sa puissance et les moyens de son développement avant que des échéances électorales clarifient une ligne, une légitimité nouvelle en 2027, on le sait. N'hésitez pas à lever la main pour que je vous passe le micro, mais juste une question de relance. Vous avez évoqué la réunion de Bercy avec un certain nombre de groupes parlementaires avant-hier, qui était jugé effectivement plutôt constructif. Ce matin, les débats ont recommencé en commission et on voit bien que voilà, le débat reprend ses droits en quelque sorte. Chacun défend son point de vue avec notamment des débats encore assez intenses sur la fiscalité. Alors vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas dans l'espoir, mais plutôt dans le volontarisme. Est-ce que le redémarrage des travaux en commission, à contrario, vous inquiète un peu, ou est-ce que vous considérez qu'entre la commission et l'hémicycle, il y a encore un chemin à faire pour parvenir à un accord? Bon, d'abord, moi, je suis jamais inquiète de la démocratie. Et je suis jamais inquiète du fonctionnement des institutions. Moi, je me suis aussi engagée, et je vais répondre à votre question, mais je me suis aussi engagée avec, je pense que vous avez senti une très grande authenticité et sincérité dans ce débat, sans compter mes heures, mes jours, mes nuits, parce qu'il se joue au-delà de la réduction du déficit,
au-delà de l'équilibre entre les recettes et les dépenses, il se joue une question démocratique. Est-ce que nous considérons que dans notre pays, les représentants démocratiquement élus, même quand ils ne sont pas en situation de majorité absolue, peuvent apporter des solutions aux Français? Si vous répondez par la négative à cette question, il y a manifestement des hommes et des femmes politiques qui ont décidé que ça ne pouvait pas marcher, bah, en fait, c'est que vous avez quand même, moi je pense, une très grande question démocratique devant vous. C'est quoi l'alternative dans ce cas-là? On se dit, bah voilà, il y a un Parlement, il ne marche pas comme on voudrait, donc on le rend inutile, on le rend caduque, on le dissout, on le supprime. Donc moi je me suis aussi engagée parce que je considère que, évidemment, la situation politique, elle est fragmentée. Mais elle n'est pas fragmentée parce que je ne sais qui l'aurait rendue fragmentée. Elle est fragmentée parce que la population française est politiquement fragmentée. On peut le déplorer. On peut ensuite vouloir s'engager dans des moments électoraux pour essayer de réunir. Mais voyez bien, et je pense que les partis de gouvernement qui, sans renier leur qualité d'opposants ou de participants ou de soutien à un gouvernement, qui s'engagent dans ce travail pour les Français ici et maintenant, moi je pense qu'ils auront un gain aux yeux des Français dans les prochaines échéances. Ce serait dramatique dans notre pays, et je pense que les Français d'ailleurs, quand vous les rencontrez dans les vœux, dans ce début d'année, dans nos familles, ils ne vous disent pas la radicalité, au fond c'est ce qu'on veut, ils veulent que le pays avance, ils veulent que leurs enfants aient un avenir, ils veulent que leurs entreprises fonctionnent, ils veulent que leurs patrons puissent les augmenter. Au fond, ils veulent des choses qui fonctionnent. Et donc, je suis persuadée qu'aujourd'hui, les sondages donnent un primat à la radicalité. Je ne suis pas certaine qu'à moyen long terme, y compris à 18 mois, mais ce que je sais en revanche, c'est que ceux qui ne s'engagent pas dans ce travail pour les Français, à un moment donné, je pense, perdent beaucoup de crédit, perdent des points, et donc perdent aussi leur capacité à peser. Quand vous n'êtes pas dans une réunion où on cherche des convergences, bah, votre voix n'est pas entendue. C'est dommage parce que, ce que je veux aussi souligner, et c'est là l'intérêt de la démocratie, c'est parce que des gens sont dans des partis qui ne sont pas les mêmes et qui peut y avoir des opposants et des soutiens à un gouvernement, que les priorités ne sont pas partagées. Je vais vous donner 2 sujets qui sont partagés, peut-être de manière contre-intuitive. Les enjeux de jeunesse, de soutien aux étudiants, aux universités, à la recherche. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si c'est un sujet de droite ou de gauche. Il n'y a pas de monopole de sujets par tel ou tel. Les sujets de transition écologique, de décarbonation, de soutien à une industrie qui soit moins polluante et pourtant compétitive. Bah, ça va en gros de la CGT jusqu'au parti des Républicains ou de Horizon. Donc ce que je vois aussi, c'est qu'on a une lecture souvent d'ailleurs médiatique qui cherche à savoir qu'est-ce que chacun a gagné ou perdu. Moi, je n'approche pas les choses comme ça et je pense qu'en fait, au fond, à la fin, c'est qu'est-ce que les Français ont gagné et qui sont les gens qui leur ont permis de gagner. Et ben, c'est ceux qui participent et c'est ceux qui avancent. Ensuite, vous allez probablement me poser plein de questions de méthode, mais sur le fond et sur la démocratie, voilà en tout cas la manière dont j'aborde ces choses en ce 8 janvier. Elsa. Oui, Elsa Mondingava pour la chaîne parlementaire. Vous dites que certains demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités. On vous demande plutôt d'engager la responsabilité du gouvernement avec l'article 49.3. Le groupe Horizon a même fait la demande publiquement lors de la séance des questions au gouvernement. On a le sentiment que tout le monde connaît un peu la fin de l'histoire. Est-ce qu'il y a vraiment un autre chemin possible ou est-ce que c'est forcément un 49.3 dans les prochains jours? Cette question, elle est posée parfois par certains avec malice et d'autres parfois avec une forme de sincérité. La malice, c'est de considérer que quand vous agitez cet article de la Constitution, ça déresponsabilise tous les acteurs, considérant que tout revient du coup au gouvernement, le quand, le comment, le quoi, et qu'au fond, le gouvernement, il a tout en main et que donc finalement plus personne n'a rien à faire. Vous avez compris qu'avec le Premier ministre, et c'est d'ailleurs pour ça que depuis le départ, il avait pris l'engagement de ne pas l'activer, pour aussi assurer d'une forme de sincérité aux travaux parlementaires. Donc, je veux d'abord exclure ceux qui, parfois dans des oppositions radicales, ont hurlé contre le 49.3 pendant des mois, voire des années, et qui aujourd'hui, la bouche en cœur, tout en voulant tout bloquer, se disent que voilà la bonne idée, on n'a qu'à demander un 43 pour qu'ensuite on puisse mieux s'y opposer. Bon. Ensuite, vous avez une autre, on le voit, lecture de la politique actuelle, qui est de dire qu'il faut qu'on ait un budget rapidement. C'est engagé à ce que ça dure quelques semaines. Et que la démographie parlementaire fait que beaucoup se disent, contrairement au PLFSS, on voit qu'il y a quand même des gens qui ne viennent plus aux réunions. Donc c'est difficile de compter sur même l'abstention de certains acteurs politiques si les acteurs en question ne sont même pas participants à des réunions où ils pourraient justement
faire changer le texte pour qu'il soit plus facilement acceptable. Mais je le redis, et ce n'est pas une pirouette de ma part, les enjeux de méthode, 1, appartiennent au gouvernement, 2, ils appartiennent à un temps qui n'est pas le temps du début du débat, mais là plutôt de la fin du débat, et 3, ils ne peuvent pas être posés en anticipation d'un enjeu de fond. Si vous n'avez pas d'accord politique, si vous n'avez pas stabilisé au fond le contenu des politiques publiques que vous soutenez, des économies que vous allez faire, la manière dont vous allez réduire le déficit, de l'équilibre fiscal, vous pouvez brandir tous les articles de la Constitution. Si à la fin, ce qui se passe, c'est que vous n'avez toujours pas de budget et qu'en plus vous avez un gouvernement qui tombe, je ne vois pas très bien en quoi ça aide le pays. Donc moi, je ne suis pas dans l'évitement de votre question, mais je fais les choses avec méthode, justement. D'abord, là, on travaille sur le fond. On stabilise un point d'équilibre, tant politique que pour le pays, qui réponde aux crises, qui réponde à l'essentiel, qui nous fasse sortir de ce service minimum qu'est la loi spéciale, qui, contrairement à ce que dit le président de la Commission des Finances, ne peut pas durer. Petit aparté, c'est étonnant qu'un président de la Commission des Finances, dont le premier objectif institutionnel, c'est de donner à la France un budget, considère qu'il n'en a pas besoin de budget. Comme une forme d'ironie de l'histoire. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, d'abord le fond, et ensuite la méthode. Et de vous à moi, la méthode, elle appartient au Premier ministre, et le fond, au fond, il appartient aux parlementaires. Puisque si le fond leur convient, c'est à eux de le construire. Si leur fond ne leur convient pas, ben, ça leur appartient aussi du coup de dire que ça ne leur convient pas. Et ils ont des méthodes pour cela, ensuite, pour décider que le gouvernement, potentiellement, doit s'en aller. L'objectif premier du Premier ministre, c'est l'ordre. L'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue, l'ordre, c'est-à-dire la stabilité. C'est-à-dire on a 18 mois avant une présidentielle. Ce n'est pas le moment de remettre du désordre. Et je pense que les Français nous le demandent. Oui, Hugo Babet, BFM Business. Je rebondis sur la question. Ce matin, en commission des finances, plusieurs accords qui avaient été trouvés en première lecture à l'Assemblée nationale ont été rejetés, que ce soit la taxe sur les holdings ou la surtaxe d'IS, où d'ailleurs vous aviez proposé vous aussi des amendements. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en faisant durer les débats avant d'envisager et de ce 49.3 puisse rejeter une partie des compromis qui avaient été trouvés avant en première lecture à l'Assemblée nationale? C'est intéressant, vous revenez tous avec l'idée de la peur. Nous n'avons pas peur de la démocratie. Nous n'avons pas peur de l'échange, nous n'avons pas peur de l'échange de points de vue, de convictions, nous n'avons pas peur des votes. Si on commence à avoir peur de tout ça, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Bon. Deuxième chose, on sait tous que la commission, c'est un moment différent de celui de la séance. Ça montre donc qu'on a plutôt besoin d'aller en séance. Parce que les votes qui ont eu lieu en commission, comme vous le dites vous-même, ne reflètent pas les majorités qui avaient prévalu, y compris dans l'hémicycle, y compris en première lecture, dont chacun sait que la première lecture, c'est toujours un moment où chacun s'affirme. Avant souvent une deuxième lecture, qui est le moment où on converge. C'est quand même souvent ça quand même qu'est la démocratie avec le principe de l'entonnoir. Donc, ça dit deux choses, et ça je vais y revenir, parce que beaucoup de lassitude qu'on peut comprendre, les Français en ont marre, le pays n'est pas bloqué, mais le monde politique, effectivement, ne donne pas toujours l'image et la réalité de fond d'avancée. Mais s'il y avait même un 49.3, vous voyez, pour la première partie, dès le début des discussions mardi, si vous regardez la séquence parlementaire que vous connaissez mieux que quiconque en France, vous voyez bien que s'il fallait ensuite faire une motion de censure mécanique, puis ensuite enclencher la deuxième partie, puis avoir du coup un deuxième 49.3, puis ensuite d'avoir une deuxième motion de censure, puis ensuite d'envoyer le texte au Sénat, puis ensuite que ça revienne, vous voyez bien qu'on est parti de toute façon pour globalement la fin du mois de janvier. Autrement dit, se donner le temps, non pas de faire durer pour faire durer, mais comme de faire le travail correctement. De ne pas se dire qu'on va gagner 2 jours pour qu'à la fin, ça ne ressemble à rien, que les débats n'aient pas eu lieu, que le travail de fond n'ait pas été fait, et aussi au fond, d'une certaine manière, que chacun ait pu montrer ce qu'il veut faire. Si certains veulent bloquer, je l'ai dit dans un journal dimanche, les Français verront. Si certains veulent contribuer, ils verront aussi. Mais vous voyez, la transparence de la démocratie, contrairement à ce qu'on a entendu dire, on n'a pas fait des accords dans les couloirs. Les accords, ils sont tous passés par des votes. Le PLFSS, tout a été voté. On n'a pas choisi nous-mêmes, vous voyez, de manière arbitraire, ce qu'on mettait pour les uns et les autres. Donc moi, je crois qu'il est utile que la commission se tienne, qu'ensuite la séance puisse commencer, et qu'on voit aussi, et on voit bien que les enjeux de commission, manifestement, n'ont pas les mêmes équilibres de vote qu'en première lecture, et que manifestement, probablement pas les mêmes équilibres que dans l'hémicycle. Donc voilà, faisons les choses avec méthode.
avec volontarisme, mais la précipitation n'est pas bonne conseillère. Et on voit bien qu'on a quand même quelques jours encore devant nous pour terminer un exercice qui est utile aux Français avant d'être un exercice purement politique. Anita. On parle beaucoup de méthode depuis le début de votre propos. Alors moi, je vous pose une question franche. Est-ce que vous croyez qu'un vote est possible sur ce budget? Je dis bien un vote, pas l'engagement du reste de la Il y a 2500 votes, chère madame, dans le budget. Il y avait eu 2500 Après, il y a un amendements. vote final. Oui. Est-ce que je pense qu'un vote est possible? On peut aller au vote. Après, j'entends quand même un certain nombre d'acteurs dire, quel que soit le contenu du texte, on sera contre. Il y a des acteurs, en revanche, qui disent autre chose, qui disent, nous, on est dans l'opposition, mais on peut aussi s'abstenir. Et vous savez très bien qu'il y a des équations politiques où vous pouvez avoir un socle qui vote pour, et que l'abstention d'acteurs qui sont dans l'opposition fait passer le budget. Donc voilà, nous, on n'a pas renoncé à considérer qu'il fallait qu'on ait un travail de fond. Ensuite, je vous l'ai dit, je l'ai dit ce matin, je ne vais pas refaire mes phrases à chaque fois, mais le gouvernement considère que la France doit être forte. Le président de la République l'a dit d'ailleurs en ces termes dans ses vœux. Et pour que la France soit forte, il ne faut pas qu'on laisse indéfiniment le pays être en régime minimal. Ça s'appelle la loi spéciale. Et donc, c'est ça qui est notre engagement de donner à la France un budget. Mais à nouveau, si on n'a pas d'accord sur le fond, un accord politique, tout ce que je vous dis là n'existe pas. C'est pour ça que la priorité de mon travail, de mes journées, c'est de rapprocher les positions. Non pas de les faire devenir unanimes, mais un compromis, c'est des choses qu'on ajoute et des choses qu'on accepte, des choses qu'on retire. Voilà, qu'on fasse ce travail-là. Voilà pour ces déclarations d'Amélie de Montchalin. Pour en parler, j'accueille ici Olivier Paccaud. Bonjour. Bonjour, Vous êtes sénateur. et bonne année. Bonne année, Monsieur Paccaud, sénateur LR de l'Oise. La ministre qui n'exclut plus l'utilisation du 49.3, c'est une évolution de la position du gouvernement. Est-ce que vous la saluez? Fiat Lux. Et effectivement, la lumière est parvenue jusqu'à Bercy. Et puis surtout à Matignon, puisque Bercy est le soldat obéissant de Matignon. C'est une prérogative du Premier ministre, de toute façon, cette utilisation. Évidemment. C'est lui qui engage la responsabilité du gouvernement. Évidemment. Alors, nous sommes en situation de blocage. Et malheureusement depuis des mois. Et le 49.3 a été conçu comme un outil de déblocage. Donc, il ne fallait pas se priver de cet ustensile constitutionnel. Pour autant, il est bon d'avoir discuté, mais quand, au bout de la discussion, on aboutit au constat d'échec, et le pire constat d'échec, c'était le vote du PLF à l'Assemblée nationale, dont je rappelle qu'il a été voté à l'unanimité, moins une voix contre. Donc, il y avait plus qu'un blocage. Voilà, on était plantés. Mais alors, cette utilisation du 49.3, est-ce qu'elle résout l'équation budgétaire, financière? Le gouvernement qui a toujours besoin de la non-censure du PS, est-ce que vous comprenez donc que l'exécutif continue de tendre la main aux socialistes? Écoutez, le gouvernement est pris à son propre piège. Il n'a tendu la main qu'aux socialistes, et aujourd'hui, il est encore plus obligé de l'attendre. Donc, je ne sais pas, il va falloir qu'il y ait une mutation génétique pour que la main se démultiplie. Il a beaucoup cédé au Parti socialiste et ça ne suffit pas. Les socialistes sont des maîtres chanteurs, mais ça marche. Ça a marché. Donc, je comprends qu'il continue. Mais le problème, c'est que d'autres ne sont pas dans cet état d'esprit. C'est un piège dans lequel le gouvernement s'est lui-même plongé. Voilà, et alors du coup, on voit qu'il y a cette tension maintenant avec la droite sénatoriale, depuis d'ailleurs le mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que si le texte revient avec cet accord de non-censure au Sénat, est-ce que vous allez le rejeter d'emblée? D'emblée, je ne sais pas, et je ne préjuge pas. Motion, comme on l'a vu sur le PLFSS. Oui, alors écoutez, je n'en préjuge pas. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que les fourmis ne deviendront pas cigales. Et donc, quand on nous demande 10 milliards d'impôts de plus, nous ne l'accepterons pas. Ce n'est pas marqué renégat là-dessus. Voilà. Oui. On pense notamment à la surtaxe sur les grandes entreprises. Le gouvernement qui remet sur la table un impôt de plusieurs milliards. Alors, on ne sait pas quelle hauteur de cet impôt sur les grands groupes qui réalisent des bénéfices. Vous y êtes toujours opposé, vous l'aviez supprimé, vous, lors de lecture du PLF. Mais je vous rappelle que cet impôt, il a été introduit en 2025, dans le PLF 2025, pour un an. Oui. Pour un an, comme la surtaxe aussi d'IS, pour un an. Et là, on veut le remettre. Et on le remettra l'année prochaine. Et la compétitivité française, la compétitivité du fabriqué en France en sera attaquée. Or, nous avons besoin de protéger notre tissu économique, encore plus aujourd'hui qu'hier. On avait vu de la tension entre le Sénat et le gouvernement la dernière semaine avant les vacances parlementaires. Le Premier ministre qui avait parlé de décalage horaire en parlant du Sénat. Est-ce qu'il y a toujours cette
tension, est-ce qu'elle est palpable en cette rentrée 2026 ou est-ce que les vacances parlementaires ont apaisé les choses, la trêve des confiseurs? Je ne sais pas vraiment. Moi, je me souviens de la formidable phrase de Roland Lescure, Houston, you have a problem. En fait, c'est Matignon qui a un problème de gouvernance et qui, effectivement, n'a peut-être pas traité comme il le devait les propositions du Sénat. Le machiavélisme de Bocage n'est pas une voie pour mener la France. Le gouvernement qui continue à dire que c'est à cause du Sénat que Oui. le déficit à la fin du PLF est à 5,3% du PIB. Vous refusez cet argument toujours? Nous le refusons totalement parce qu'il n'était pas à 5,3%, il était en dessous de 5 lorsqu'on a transféré une partie des hausses dues à la suspension des sécurité retraites sociale, ouais. du PLFSS sur le PLF. Donc c'est malhonnête en plus. Et ça ne contribue pas effectivement à la fluidité, à la sérénité des relations avec Matignon. J'ai une dernière question. Y a-t-il suffisamment de cohérence politique entre les groupes LR, du Sénat et de l'Assemblée nationale? On a vu que les députés ne sont pas exactement sur votre ligne politique. 18 ont même voté pour le budget de la sécurité sociale qui contient la suspension de la réforme des retraites. Comment expliquer un tel décalage entre vos deux groupes politiques? Je le regrette profondément. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je le regrette profondément. Bruno Retailleau doit-il taper du poing sur la table avec cette troupe à l'Assemblée nationale? Eh bien, écoutez, il y a un président de groupe à l'Assemblée nationale qui Laurent s'appelle Wauquiez. Laurent Wauquiez. C'est à lui de taper du poing sur la table. Ou s'il ne le fait pas, c'est peut-être qu'il est d'accord avec l'attitude d'une partie de ses députés. Bien, merci. Merci Olivier Paco et on suivra bien sûr l'évolution de ce débat budgétaire dans les premières semaines de 2026. Merci à vous. Merci à vous et encore bonne année. Allez, on passe au deuxième thème dans cette émission et les suites de l'opération militaire américaine à Caracas le 3 janvier dernier. La France et l'Europe ont-elles correctement réagi après ce qui s'est passé au Venezuela? Quid de la suite et des menaces qui pèsent maintenant sur le Groenland de la part de Donald Trump? Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie, était reçue hier par la Commission des Affaires étrangères du Sénat avant de recevoir son président, Cédric Perrin. Voyez les moments forts de cette audition préparée pour Public Sénat par Mathilde Noutarelli et Gauthier Dufossé. Je me réfère très souvent pour caractériser notre époque à la déclaration d'Antonio Gramsci dans les années 30 qui disait « Le monde ancien est mort, le monde nouveau n'est pas encore advenu et dans ce clair-obscur surgissent tous les monstres ». Et je crois que c'est ce qui en fait caractérise le plus notre période, c'est cette incertitude stratégique où des anciens amis, anciens alliés deviennent ou des adversaires ou des ennemis, ou une puissance comme la Russie, qui certes était une puissance pas dictatoriale à l'époque, mais autocratique, a agressé son voisin. La Chine, pour le moment, est dans l'attente. Et le problème, c'est que dans cette période où c'est la loi du plus fort qui l'emporte, et ça c'est une évidence, l'Union européenne, qui, elle, fondait son existence, enfin sa création et son existence sur la paix, le respect des traités, la réconciliation, est aujourd'hui dans une période d'affaiblissement et effectivement d'interrogation sur son avenir. Vous connaissez Thucydide, le dialogue mélien, où en fait Mélos, après la guerre, a demandé la clémence d'Athènes, et Athènes a répondu non, parce que en fait le droit et la justice s'appliquent essentiellement aux grandes puissances et les autres doivent subir. Et malheureusement, on est un petit peu dans cette période. La première question que vous avez posée, c'est sur un an de Trumpisme. Je crois qu'on s'est trompé parce qu'on n'a pas assez analysé ce qu'était non pas uniquement la réalisation de son premier mandat, mais les déclarations lors de son premier mandat. Et je me souviens très bien qu'il avait dit « Les Européens sont des ennemis pires que la Chine ». Et quand j'en aurai fini avec la Chine, je vais m'attaquer aux Européens. Ce qu'il a fait effectivement sans tarder, avec l'imposition en particulier de droits de douane de 15%. Et ce qui est dramatique, c'est que cette Union européenne qu'on considère comme sans doute un nain politique, un nain militaire, est considérée comme une superpuissance géoéconomique, puisque c'est le premier bloc mondial. Et on a choisi de ne pas résister, un peu par peur, un peu en raison également de nos divisions.
Mais j'y reviendrai en parlant peut-être plus longuement de l'Europe. Sur la Chine, il a toujours été très clair, mais pas seulement lui. Le pivot vers l'Asie avait commencé avec Obama, et c'est là aussi, je cite souvent Thucydide, c'est le piège de Thucydide où la puissance confirmée, donc les États-Unis, ne peut pas accepter d'être dépassée par la puissance montante. Ça signifie qu'il y a d'un côté de la puissance confirmée, les États-Unis, une forme de paranoïa, et du côté de la puissance montante, une forme d'hubris également. Et c'est vrai que la Chine est en train de renforcer considérablement ses moyens militaires. Donc cette vision des États-Unis, de la Chine comme ennemi numéro un, et bon, elle remonte, comme j'ai dit, aux démocrates, mais c'est perpétué évidemment avec Trump. Et je reviens au premier mandat, parce que sur chaque chose, il renoue les fils de son premier mandat. Il a tout annoncé, en fait. Il n'avait pas les moyens, parce qu'il n'avait pas une administration loyale. Il y avait les fonctionnaires, c'était ce qu'on a appelé les adultes dans la pièce, et il a choisi cette fois-ci son équipe, il s'y préparait pendant 4 ans. Donc l'autre aspect, c'est cette confrontation, cette rivalité avec la Chine. Il parlait d'ailleurs au moment du Covid du Parti communiste chinois ou de la Chine communiste. Bon, la Chine a un parti communiste, elle a cessé d'être communiste en réalité sur le plan économique, et considère souvent que les Français sont plus communistes qu'eux. Donc cette rivalité avec la Chine, en particulier sur les questions technologiques, je l'ai entendu très souvent de la part des Chinois. La rivalité technologique, la guerre froide avec le blocus effectivement sur les puces, les microprocesseurs, qui a souvent d'ailleurs des effets pervers, parce que à partir du moment où vous avez des sanctions, vous avez détournement de sanctions, et puis vous avez industrie de substitution, c'est-à-dire que les Chinois, depuis cet embargo, ont fait énormément de progrès sur la miniaturisation des puces. Donc ennemi chinois, ennemi européen. Cette idée également, alors il l'avait pas, je ne sais pas s'il l'avait formulée à ce moment-là, de doctrine Monroe, qu'il appelle aujourd'hui Donroe, par référence à sa personne, puisque c'est quand même une personnalité essentiellement narcissique, c'est de reprendre toute l'Amérique latine, enfin et toute l'Amérique, hein, ce qu'il appelle l'hémisphère occidental, donc du nord au sud, jusqu'à la Terre de Feu. Et en réalité, les Américains s'étaient désintéressés de leur précaré, donc l'Amérique latine, et la Chine est devenue le premier partenaire de tous ces pays. Il a repris la main, d'ailleurs, dès son arrivée, avec le canal de Panama, en dénonçant les accords conclus entre Panama et la Chine, puisque c'est une entreprise hongkongaise, mais très liée à la Chine continentale, donc qui contrôlait l'entrée et la sortie du canal de Panama. L'élimination de Maduro, il l'avait déjà évoqué pendant son premier mandat. Et voilà, il est en train de réaliser ce que personne n'imaginait. Parce qu'on s'est dit, Trump est fondamentalement isolationniste, les MAGA qui le soutiennent également, d'ailleurs il y a quelques critiques parmi eux. Il avait dénoncé la politique du régime change des néoconservateurs, en considérant que ça avait débouché sur des échecs, ce qui est vrai sur l'Irak en particulier, mais finalement ce qu'il a fait est du régime change, même si c'est pas totalement le régime, mais le chef de l'État, donc en éliminant Maduro dans une opération militaire remarquablement organisée, mais qui pose quand même un problème de droit international, et d'autant plus que ça crée aussi une forme d'hubris et ce succès militaire, parce que pour le moment, le régime madouriste est toujours en place avec la vice-présidente. Ça l'incite à se tourner vers d'autres pays. Il a parlé de la Colombie, Cuba, parce que la Colombie, pour le coup, est un véritable narco-État.
également, bien sûr, Cuba qui serait la revanche sur la baie des cochons. Et puis, c'est Marco Rubio, donc, qui est fils d'exilés cubains, qui pousse depuis longtemps dans une logique d'ailleurs qui est plutôt néoconservatrice. Et Marco Rubio s'était rallié effectivement au président Trump, pas par conviction, par opportunisme. Il cherchera peut-être à être candidat en 2028 contre J.D. Vance. J.D. Vance qui s'est retiré, effectivement, qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette affaire parce qu'il n'était pas favorable, comme beaucoup de MAGA, à des interventions extérieures, considérant que les États-Unis devraient s'occuper essentiellement de leurs affaires intérieures. Et puis, ce qui nous concerne directement, l'autre étape qui a été évoqué aussi pendant son premier mandat, c'est le Groenland. Et alors, pourquoi le Groenland? Il ne cesse de dire que c'est essentiel à la sécurité des États-Unis, alors qu'en réalité, il y a déjà une base américaine et qui peut déployer finalement presque autant de troupes qu'il veut, et le Danemark est prêt. Lui, ce qu'il veut, c'est autre chose. C'est effectivement dire qu'il a mis la main sur le Groenland. Il y aurait non pas une continuité géographique, mais en même temps, il regarde la Russie. Il est fasciné par les superlatifs. Donc la Russie, c'est le plus grand pays du monde avec 17 millions de kilomètres carrés. Donc il se dit que s'il annexe le Groenland, puis il n'a pas abandonné son idée sur le Canada, ça sera plus difficile. Mais il n'empêche que c'est une logique impérialiste et c'est la logique qui est celle de Vladimir Poutine ou, dans une moindre mesure, de Xi Jinping, je vais y revenir. Il était aussi fasciné par Vladimir Poutine. Et je ne pense pas qu'il y ait de compromat ou autre chose. Quand j'étais en poste à Moscou, mon homologue américain, qui n'était pas un vrai Trumpiste, parce je l'avais connu quand il avait été nommé ambassadeur en Chine par Obama, racontait que Donald Trump l'appelait souvent pendant le week-end, sur des réseaux non cryptés d'ailleurs, pour lui dire quelles étaient ses intentions vis-à-vis de la Russie et de Vladimir Poutine, qui l'admirait. Il voulait venir en Russie, il voulait inviter en visite d'État Vladimir Poutine, mais il l'a fait... de manière progressive, c'est-à-dire il y a eu cette rencontre d'Helsinki dont tout le monde se souvient parce qu'il avait désavoué ses services de sécurité en donnant raison finalement à Vladimir Poutine, en disant Vladimir Poutine me dit qu'il n'y a pas d'ingérence, pourquoi je ne le croirais pas? Bon, il a dû rectifier ensuite, mais du coup son administration et le Congrès l'ont empêché d'avoir d'autres contacts directs avec Vladimir Poutine. Donc il n'a pas pu mener la politique qu'il voulait vis-à-vis de la Russie. Et encore une fois, là, puisqu'il a eu 4 ans pour se préparer à son mandat, il a choisi des personnalités loyales et qui le suivent dans toutes ses politiques. Donc on a vu depuis le début qu'il a pris le parti plutôt de la Russie contre l'Ukraine. Alors si... Bon, tout le monde se souvient de la scène dans le bureau ovale, effectivement. Il n'aime pas Zelensky et il ne l'aime pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un plus petit pays, donc lui n'est pas dans une logique on soutient l'agressé contre l'agresseur, mais on soutient le grand contre le petit. Et puis parce qu'il y a un contentieux entre eux, parce qu'il y avait l'affaire de du fils Biden, qui avait été impliqué dans le scandale de Burisma, une société pétrolière en Ukraine, et qui était accusé de corruption. Et Donald Trump avait demandé le soutien, le changement du procureur pour inculper le fils Biden, ce qui n'a pas été fait. Et donc il y a cette rancœur. Même si, avec l'aide des Européens, c'est légèrement adouci à des contacts avec Volodymyr Zelensky, mais fondamentalement, ce n'est pas son combat. Donc l'aide n'a pas été totalement arrêtée, parce que sans le renseignement américain, les Ukrainiens seraient complètement aveugles, mais y compris sur les frappes en Russie.
Maintenant, il se présente en médiateur, ce qu'il est d'une certaine manière, même si effectivement il écoute davantage les Russes, mais il n'empêche qu'il veut vraiment régler cette guerre. Il l'a annoncé, il a pensé que ça serait plus facile, que selon l'art du deal, on tape sur le plus faible et ensuite, comme il considère Poutine comme un ami, ben, tout se passera bien. Bon, on a vu que ce n'était pas le cas parce qu'effectivement, Vladimir Poutine, qui en fait a déclenché cette guerre, alors bon, il y a plein de choses, hein, mais il y avait deux raisons principales. Une, c'était que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, et la deuxième, c'était protéger les populations du Donbass, dont il disait qu'elles étaient victimes de génocide, ce qui est faux, parce que quand j'ai quitté mes fonctions comme ambassadeur, j'ai été nommée médiatrice de l'OSCE pour la mise en œuvre des accords de Minsk, et on avait ces réunions tous les 15 jours, et surtout on avait les rapports quotidiens de l'OSCE. Donc il y avait à ce moment-là des escarmouches, des violations du cessez-le-feu, du côté ukrainien aussi d'ailleurs un peu moins, mais il n'y avait pas de génocide des populations du Donbass. Et donc c'était les deux raisons principales, ce qui fait que pour le moment il a du mal à accepter l'idée qu'il ne récupère pas la totalité du Donbass. C'est la proposition qu'il avait formulée lors de la rencontre à Anchorage, en Alaska. Et les Américains essayaient de convaincre les Ukrainiens. Et là, on est dans une situation où il y a un rééquilibrage de l'accord de paix, mais la Russie n'est pas prête à l'accepter. Alors, il y a une idée qui est intéressante, qui est celle d'une zone démilitarisée. Et il y a eu cette réunion d'hier, donc qui est intéressante parce que pour la première fois, les Américains, enfin ils l'avaient déjà dit lors de la réunion de Mar-a-Lago, sont prêts à s'engager avec les Européens dans cette formule de backstop, qui reste effectivement à voir de manière extrêmement précise. Alors très souvent, on critique la diplomatie de Donald Trump en disant qu'elle est menée par des incompétents, des promoteurs immobiliers. Mais moi, je ne suis pas d'accord là-dessus parce que je pense que d'abord, ce sont des envoyés spéciaux qui ont l'oreille de Trump, la confiance de Trump, qui leur donne une certaine latitude. Et quand il faudra rédiger véritablement un accord de paix, s'il y a un accord, les diplomates, à ce moment-là, feront leur métier. Et la diplomatie, ce n'est pas un coup, ce n'est pas une fois, ce n'est pas un coup de téléphone, ce n'est pas une rencontre. C'est quelque chose de c'est un processus et c'est un processus itératif et on progresse petit à petit. Donc là, on en est loin, certes à cause des Russes, mais l'idée qui est cette aide des États-Unis aux Européens est importante. Chine-Russie, avant de finir sur l'Europe, il n'y a pas d'alliance entre la Chine et la Russie parce que la Chine refuse systématiquement les alliances. Elle a connu l'alliance sino-soviétique qui s'est terminée dans le sang. Donc elle cherche à conserver sa liberté et plutôt à se constituer un cercle d'amis, ce qu'elle fait avec un certain nombre de pays. Et on l'a vu au moment du 3 septembre, donc commémoration du 80e anniversaire de la victoire contre le Japon. Et il y a eu la réunion également de l'Organisation de la coopération de Shanghai qui faisait son premier coming out d'une certaine manière. Il existait, mais personne ne le voyait jamais. Là, il y avait en plus maudit parce que Donald Trump s'est trompé en essayant de punir et de sanctionner l'Inde, qui n'a pas accepté au nom de ce multilatéralisme et d'une politique transactionnelle dans l'ensemble du monde. Donc la Chine est un peu leader de ce qu'on appelle, même si on n'aime pas ça en France, mais le Sud global, c'est juste une forme d'appellation de commode, parce que c'est clair que c'est des pays hétérogènes, qu'il n'y a pas de ligne commune, mais ils se retrouvent dans le ressentiment vis-à-vis de l'Occident, la volonté d'exister, d'être des acteurs, qu'on ne leur impose pas des positions et qu'on ne leur impose pas non plus des régimes change. Donc la Chine, évidemment, est le pays qui est aujourd'hui le plus influent. Elle a réussi à s'opposer à Donald Trump justement sur l'imposition de sanctions.
On a considéré souvent que pendant longtemps que finalement la Chine savait copier et qu'il n'y avait rien à craindre. Quand moi-même j'étais partie en Chine, j'avais rencontré tout le CAC 40 et tous les entrepreneurs et j'avais parlé des transferts de technologie. Ils disent non, c'est pas grave parce que de toute façon on garde, on leur donne pas la dernière génération, donc on aura toujours un temps d'avance. Bon, on a vu avec les véhicules électriques que c'était pas le cas et également sur l'intelligence artificielle, sur la robotisation. Il y a des usines qu'on appelle les usines noires en Chine, simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'électricité, parce que tout est robotisé. Donc voilà, la Chine a évolué en ce sens. Taïwan, c'est une interrogation. Évidemment, il y a une position de principe. Pour le moment, on s'en tient au statu quo qui est l'intérêt des Européens, c'est-à-dire pas de déclaration d'indépendance, pas d'intervention militaire contre Taïwan, et la liberté de navigation. Je ne sais pas ce que fera la Chine, personne ne le sait. Beaucoup en Chine, et j'y vais une fois par an, pensent, mais bon, les Russes pensaient que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine, et les Ukrainiens aussi, puisque j'y étais 3 semaines avant, et ils le disaient tous, y compris le ministre de la Défense. Donc on ne peut rien savoir, mais c'est vrai que l'action de Trump au Venezuela, puis peut-être dans les mois qui viennent ailleurs, sera une forme de légitimation en réalité de l'impérialisme, aussi bien de Vladimir Poutine que de Xi Jinping, s'il le décide. En même temps, Xi Jinping, son objectif principal, c'est le développement de la Chine. Or, ce qu'il voit sur l'Ukraine, c'est que, en fait, la Russie est victime de sanctions. Elle a une économie qui était moins ouverte sur l'extérieur, à part les hydrocarbures, alors que la Chine a absolument besoin de continuer à exporter, même si elle professe aujourd'hui une économie davantage tirée par la consommation, mais ce qui ne fonctionne pas, pour des raisons assez simples. Et j'accueille en salle des conférences Cédric Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président LR de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. On a vu de très nombreuses questions sur le thème du Venezuela hier aux questions au gouvernement, pas moins de 5 questions. Que dire de la réaction du président français après l'événement au Venezuela? La gauche sénatoriale qui a reproché au président de la République de ne pas avoir appelé dans un premier temps au respect du droit international, préférant se réjouir pour le peuple vénézuélien. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'abord, je pense que personne ne peut nier le fait que Maduro est un horrible dictateur qui a fait souffrir son peuple et qui a mis, après Chavez, son pays plus bas que terre. Aujourd'hui, un salaire mensuel, c'est 20 € au Venezuela, avec des conditions de vie qui sont dramatiques, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est une évidence. Après, il y a évidemment le respect du droit international qui est une autre chose et qui, évidemment, a été bafoué dans cette affaire-là. Le président aurait dû pointer ce sujet-là. Moi, je ne suis pas macroniste, ça vous aura pas échappé. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que c'était le premier et le seul, malheureusement le seul, à avoir dit que le gouvernement en exil, en tout cas le président en exil qui avait été élu démocratiquement, est un recours légitime à la succession à Maduro. Malheureusement, il n'a pas été suivi par beaucoup de gens et je pense qu'aujourd'hui les États-Unis ne sont pas dans cette optique-là, puisqu'ils ont même dit que Machado, la prix Nobel de la paix, n'était pas non plus en tout cas en capacité de le faire. Donc, bref. Avec une concurrence sur le prix Nobel de la paix avec effectivement Donald Trump. Donc, qu'est-ce que vous dites de ce qui s'est passé le 3 janvier? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle étape importante dans la brutalisation des relations internationales? J'ai dit hier, dans la question que j'ai posée au gouvernement, que le Venezuela posait la question du Groenland et que le Groenland pose la question de notre architecture de défense, c'est-à-dire notre capacité à nous défendre. Parce qu'en fait, vous l'avez dit dans votre question, tout ce qui doit être aujourd'hui mis en avant, c'est que la force l'emporte sur le droit dans tous les domaines. Et que ce sont ceux qui sont les plus forts et les plus gros qui l'emportent sur ceux qui sont plus faibles et moins armés. Et donc c'est évidemment un véritable problème, puisque l'architecture qui a été construite après la Deuxième Guerre mondiale, qui consistait à créer un système multilatéral dans lequel les organisations internationales étaient un peu les gendarmes du monde, avec évidemment les États-Unis en soutien très fort, mais quand même des organisations internationales qui étaient puissantes, l'ONU en l'occurrence, aujourd'hui sont des organisations qui sont complètement
mises de côté par les États-Unis, qu'ils le revendiquent d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'ils considèrent que ces organisations vont à l'encontre des intérêts des États-Unis et donc qu'elles doivent être, j'allais dire, mises à genoux pour faire en sorte qu'elles ne servent que les intérêts des États-Unis. Et donc c'est un véritable problème. Le souci, c'est quand la force l'emporte sur le droit, il faut peser et estimer ses propres forces. Et donc c'est là où on en veut en venir au niveau européen, c'est qu'il faut être capable de se réarmer industriellement, de se réarmer économiquement, de se réarmer militairement pour pouvoir peser, pour pouvoir exister à nouveau dans ce concert des nations qui devient une espèce j'allais dire, d'une répartition à trois entre les États-Unis, la partie occidentale, j'allais dire, de la Terre de Feu jusqu'à l'Arctique, la Russie avec le nord, j'allais dire quasiment du milieu de l'Atlantique jusqu'à la Chine, et puis la Chine qui s'occupe du Pacifique et de l'Indo-Pacifique. Donc c'est un véritable problème pour nous qui sommes là au milieu et qui ne pesons plus grand-chose aujourd'hui. Une question sur le Groenland. Hier, le président Trump qui a dit étudier activement l'idée d'un achat du Groenland, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, tout en refusant une nouvelle fois d'exclure l'option militaire pour obtenir l'île, qui, je le rappelle, est un territoire autonome danois. Cette option d'un achat est-elle envisageable ou est-ce qu'on est dans une forme de délire de l'administration américaine ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Donald Trump et son administration, on n'a plus aucune certitude sur rien. Et les délires que certains considéraient comme étant complètement irréalisables deviennent possibles. Et donc, il faut se méfier de tout. Évidemment, là, on a bien compris que le scénario, c'était celui de dire, bon, en gros, vous me le vendez ou je vous attaque. Je vous mets le couteau sous la gorge et donc vous me le vendez. Je ne sais pas du tout ce qui se passera. Le problème, c'est que Donald Trump, vous savez, c'était avec Matisse, certains disaient, dans l'entourage de Donald Trump, y a-t-il un adulte dans la salle ? Le problème, semble-t-il, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est qu'il y a autour de Donald Trump des gens qui ont tous des idées un peu différentes, même si la tendance est à peu près la même. C'est un peu le dernier qui parle qui a raison. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus négliger l'idée que Donald Trump n'est pas que irresponsable. Il suit aussi une logique qui vient d'être à nouveau définie par la revue stratégique de sécurité des États-Unis et qui définit très clairement les objectifs vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires. Et aujourd'hui, on voit bien que contrairement à ce qui s'est fait depuis 1945, la Russie devient une sorte de partenaire des États-Unis et que les États-Unis aujourd'hui ne défendent leurs intérêts que là où ils ont intérêt à le faire. Alors ça nous mène à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence sur l'Ukraine ? Emmanuel Macron, qui prononce aujourd'hui un discours devant les ambassadeurs, il réunit également les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, présidents des groupes politiques, également présidents des commissions des affaires étrangères. Donc vous, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État lors de cette réunion à l'Élysée ? D'abord, qu'il nous explique quels sont les objectifs qu'il met en œuvre avec nos alliés. Vous saluez qu'il reçoive autant de monde comme ça. Je pense que tout ce qui consiste à expliquer et à dialoguer est une bonne chose. Donc je vais pas critiquer. Ce que je veux, c'est savoir un petit peu là où on veut aller, là où il veut aller. Ce qui est évident, c'est qu'il y a un certain nombre de partenaires européens qui sont prêts à accompagner la France sur ces sujets. Ça, c'est important. Avec plusieurs milliers d'hommes pour la force multinationale promise le jour d'après la paix. Ce qu'il faut, c'est être capable de comprendre la stratégie qui sera mise en place, essayer de comprendre si l'ensemble des scénarios possibles sont envisagés et auquel cas, si ces scénarios devaient être mis en œuvre, quelle serait la réaction des différents alliés qui seraient présents. Donc parfois, il vaut mieux être peut-être moins nombreux en termes de coalition, mais être tous sur la même longueur d'onde, que d'être nombreux et d'avoir des gens qui ne seraient pas tout à fait d'accord avec les réactions qu'on pourrait avoir le cas échéant si des problèmes devaient survenir. En tout cas, ce qui est clair, c'est que de mon point de vue, il ne faut pas qu'il y ait une force qui soit là, comme la finule, qui s'interposerait entre les deux protagonistes, que seraient la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est évidemment pour moi, en tout cas, hors de question. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une force qui soit capable d'être présente sur place pour prévenir, en tout cas, le redémarrage d'un éventuel conflit. Donc, il va falloir évidemment que le président de la République explique un petit peu quels sont les objectifs, quelles sont les idées qu'il met en avant pour que nous comprenions davantage les choses. Et on verra un débat au titre de l'article 50-1 dans les prochaines semaines, peut-être dans 10 jours. Alors, le Premier ministre a annoncé que le 50-1 porterait sur le Venezuela. J'ai dit hier, aux questions d'actualité au gouvernement, que pour moi, ça n'avait pas de sens. Voilà. Que le vrai sujet, c'était notre relation aux États-Unis et la volonté qu'on avait ou pas de défendre nos intérêts également au niveau européen. Je crois que c'est ça l'important. Et on suivra ce débat au Parlement et notamment au Sénat. Merci Cédric Perrin pour votre réaction à notre micro.
Allez, on en vient au troisième thème dans cette émission et la question du statut des AESH. Vous savez, ces accompagnateurs des enfants handicapés à l'école. Faut-il octroyer le statut de fonctionnaire à ces personnels souvent précaires? C'est ce que proposaient hier les socialistes. Mais la droite et le centre se sont opposés à cette initiative. Écoutez les moments forts en séance. C'est préparé pour Public Sénat par Mathilde Nutarelli et Gauthier Dufossé. Comme ça a été dit, c'est un amendement de suppression, mais je vais vous dire quand même pourquoi. Parce qu'on discute d'un texte, j'espère que vous l'avez tous lu attentivement. Hein, ce texte propose donc, comme vous dites, la titularisation. C'est pas que ça règle des problèmes, ça en crée un certain nombre quand même. Premièrement, ça veut dire que le recrutement se fera, contrairement à ce qu'il se fait aujourd'hui de manière locale, il se fera par concours, un concours académique. On est bien d'accord, ça veut dire qu'on dit à toutes les AESH aujourd'hui que demain, elles pourront être mobiles à l'échelle de l'académie. On est d'accord, c'est ça que vous dites aux AESH sans qu'on les ait forcément consultés sur ce point. Deuxièmement, on dit que c'est un concours qui se passera après le bac. Donc tous les agents qui n'ont pas le bac, c'est-à-dire plus de 50% aujourd'hui, ne pourront plus demain occuper ce type de poste. On exclut ces professionnels. On n'en a pas discuté avec eux de ce point de vue-là, mais vous assumez cela. Moi, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Troisièmement, on n'a pas parlé des personnels étrangers qui n'auront pas accès, mais qui, eux, auront un sous-statut, un quasi-statut. Il existera, il est créé par cette PPL, ce quasi-statut. Vous créez, dans les écoles privées, un statut aussi nouveau pour ces agents, sans qu'il n'y ait aucune discussion, ni avec les représentants syndicaux de l'enseignement privé, ni avec les dirigeants de l'enseignement privé. Aucune discussion. Aucune. Sur le périscolaire, vous créez, le texte dit, pour les temps périscolaires, des AESH sont recrutés par les collectivités territoriales compétentes. Vous créez donc un droit nouveau, une obligation d'accompagnement par des AESH sur le temps périscolaire, pourquoi pas, sans aucune concertation avec les collectivités locales qui devront recruter et qui devront le financer. Et donc, c'est pas dans le temps des AESH que vous créez, dans les fameuses 14 heures en plus du temps scolaire, puisque vous le dites après, ça n'en fait pas partie, c'est des postes supplémentaires. Aucune discussion, ni avec l'AMF, ni avec l'ADF, ni avec l'ARF, avec personne. Combien ça coûte, on ne le sait pas, c'est un droit nouveau. Quel statut pour ces agents, on ne le sait pas. Et le temps périscolaire, il y a le temps méridien dans le temps périscolaire. Et vous dites que c'est la responsabilité des collectivités, c'est donc un retour en arrière aussi pour les collectivités territoriales. Merci, mon cher collègue. Je vais mettre aux voix... Je vais prendre les avis, pardon. L'avis de la rapporteure. Je vous en prie. Alors, je souhaite apporter quelques... La parole est à Madame la rapporteure et à elle seule. Merci. Je souhaite apporter plusieurs précisions. S'agissant d'abord, c'est quelque chose qui avait été soulevé, de l'absence de diplôme du baccalauréat pour certains candidats au métier d'AESH. Je rappelle l'existence de la fonction publique, dans la fonction publique, du troisième concours basé sur l'expérience professionnelle qui n'impose aucun niveau de diplôme. La question du temps périscolaire est donc revenue à plusieurs reprises. Comme je l'ai rappelé en discussion générale, le Code de l'éducation prévoit déjà la possibilité pour les AESH d'intervenir, y compris en dehors du temps scolaire. Oui, il y a aujourd'hui des AESH qui interviennent sur le temps périscolaire à la suite d'une notification de la MDPH. Le rapport de notre collègue Cédric Vial en mai 2023 reconnaissait d'ailleurs l'existence de telles notifications en soulignant les disparités entre MDPH dans l'instruction et les prescriptions, certaines d'entre elles incluant le périscolaire dans leur périmètre d'intervention. Ils appelaient d'ailleurs à une harmonisation des pratiques. Tout cela ne relève toutefois pas de cette proposition de loi, qui ne modifie pas les compétences respectives entre l'État et les collectivités territoriales et des MDPH. De même, s'agissant du temps méridien, cette proposition de loi maintient le principe voté en 2024 d'une prise en charge financière de l'État et des AESH. Cet amendement supprime l'article 1er de ma proposition de loi. Bien sûr qu'à titre personnel, j'y suis opposée. Et je vous dis que la Commission a par contre émis un avis favorable sur cet amendement. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, je vous en prie pour l'avis du gouvernement. Ça ne vous dérange pas si je commence? Merci. Bon, c'est vraiment une ambiance de rentrée scolaire. Bon, la parole est au ministre de l'Éducation nationale. Mais c'est pour ça que je me sens chez moi. Bon, alors, quelques mots.
à toutes les observations que vous avez bien voulu formuler. D'abord, il y a une conscience partagée, et moi, j'allais dire, je ne me permettrai pas de relativiser la conscience de qui que ce soit sur le sujet au motif que les solutions seraient différentes. S'il y a bien un sujet sur lequel, depuis que je suis ministre, tous les parlementaires que je rencontre sont d'accord, c'est sur le fait que l'école inclusive arrive aujourd'hui un peu aux limites et au bout du système. Et tous les acteurs sont d'accord, je rencontre chaque semaine et tout le monde le dit. La question, c'est de savoir ce qui fait qu'on est un peu au Finistère de ce système. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je me permets d'insister dessus. On a tout fait reposer sur la compensation. Tout et tout. Au point de finir par inverser l'ordre des facteurs et d'aboutir à une forme, pardon de dire comme ça, mais c'est quand même important, d'externalisation interne du handicap dans certains cas. C'est-à-dire qu'on dit, bien, il y a quelqu'un qui est handicapé, c'est simple, il y a l'aide humaine qui va permettre de compenser. C'est pas ça, normalement, la logique. Normalement, la logique, c'est on adapte les outils, la pédagogie, l'accessibilité, etc. On crée les conditions. Et si on s'aperçoit que ces conditions ne suffisent pas, alors on a une aide humaine qui accompagne vers l'autonomie. Et pardon, mais il y a une dimension aussi sociologique derrière tout ça. Les disparités territoriales en nombre d'attributions d'AESH, elles sont quand même particulièrement marquées sociologiquement. Elles varient du simple au double selon le territoire. Et donc, au bout d'un moment, il faut qu'on se pose la question collectivement de savoir comment on fait fonctionner le système. Mais le point de départ, c'est quand même celui-là. Alors, effectivement, au milieu de tout ça, il y a une population, je dis, sur qui une grande partie du système repose parce qu'on a collectivement, et ce n'est pas vous ou moi ou l'école, machin, parce qu'on a collectivement, d'une certaine manière un peu inconsciemment aussi, amené le système à tout faire reposer sur elle, ce sont les AESH. Bon. Donc, ces AESH, alors je me permets de revenir dessus, mais on ne part pas de rien. Il y a eu effectivement, je rappelle que les AESH, enfin le statut d'AESH au sens contractuel dans la loi, il date de 2014. Il a à peine plus d'une dizaine d'années. Bon. Et par la suite, entre 2019 et 2021, on a acté le fait qu'il y avait une CDIsation au bout de 3 ans. Et pardon d'avoir employé ce terme technique qui a fait sourire certains d'entre vous, c'est effectivement ce qu'on appelle en droit de la fonction publique un quasi-statut, dans le jargon courant de la fonction publique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les contractuels pour lesquels, en dépit du fait qu'ils sont contractuels et que donc normalement ils devraient être payés uniquement sur une base unique, il y a un système de grille et d'avancement. C'est ce qu'on appelle un quasi-statut. C'est-à-dire qu'ils sont contractuels, mais ils ont quand même une grille et un avancement. Parce que précisément, c'est une population qui est à la fois nombreuse et pour laquelle on a essayé de faire ça. Deuxième élément, je me permets de le rappeler parce que tout à l'heure j'ai été un peu vite du fait des contraintes, mais leur temps de travail, enfin leur temps de rémunération, temps de travail est calculé sur la base de 41 semaines par an. Tout à l'heure vous disiez, mais à juste titre, il fut une époque où certains avaient 31 heures. Non seulement ils n'étaient pas nombreux, mais c'était 31 heures à la petite semaine pour 36 semaines. Aujourd'hui, quand ils sont payés à hauteur de 24 heures, ils sont payés à hauteur de 24 heures comme s'ils faisaient 24 heures par semaine, 41 semaines et non pas 36. Je sais d'autant plus que c'est moi qui, à l'époque des GRH, ai porté le truc pour faire en sorte de tenir compte de ce qu'on va considérer être un temps masqué. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Bon, une fois qu'on a dit ça, mais c'est comme ça qu'on arrive à ce système annuel où on a effectivement, contrairement à ce qu'on avait avant, puisqu'avant il s'était payé uniquement par rapport au temps qui passait, et donc maintenant il n'est plus le cas, par rapport à ça, donc, si on dit fonctionnaire, et moi je ne dis pas que par nature il faut totalement exclure une forme de fonctionnalisation à terme d'une partie des AESH. Je ne l'exclus pas du tout intellectuellement, mais je dis juste que si aujourd'hui on fait basculer une population au demeurant non entière, parce qu'il n'y a que ceux qui auront le baccalauréat qui pourront, 50%, dans un système de fonctionnaires, tel que c'est rédigé aujourd'hui, et compte tenu de ce qu'est la loi de 83, ça revient à dire qu'un AESH, pardon de lire comme ça, demain matin, il est fonctionnaire en ayant un temps de travail de 24 heures par semaine devant élève, 36 semaines par an. Et si, c'est la conséquence logique, parce qu'il n'existe que de fonctionnaires à temps complet en fonction publique de l'État. Ou alors, ce que je disais tout à l'heure, vous avez deux possibilités pour en sortir, mais c'est pour ça que je dis que ça s'expertise, que ça se travaille dans le cadre de la CNH. Vous avez deux possibilités pour en sortir. C'est soit le fonctionnaire à temps incomplet, mais dans ce cas-là, vous retombez sur une rémunération qui est forcément partielle et donc sur le même problème qu'aujourd'hui, soit sur des missions complémentaires pour arriver à une forme de temps complet, qui n'est pas forcément 39 heures, mais pour arriver à une forme de temps complet. Or, aujourd'hui, il y a une chose que je peux vous promettre, c'est que les AESH n'ont pas envie de faire d'autres missions que celles des AESH. C'est un point dur en termes de discussion sociale. Donc, on est un peu dans la quadrature du cercle. Moi, pour sortir de tout ça, et j'en viens à ça, parce que tout à l'heure je le dis, mais manifestement j'ai été pris par le temps et j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Il y a un truc qui s'appelle la CNH, la Conférence nationale du handicap. C'est dans ce cadre-là que l'ensemble des questions sont examinées.
Il se trouve qu'elle a vocation à travailler au cours des semaines et des mois à venir, puisqu'elle doit faire aboutir ses conclusions au mois de juin, puisque vous savez que tous les 3 ans, on l'a déjà fait en 2023, on l'avait déjà fait en 2020, etc. Tous les 3 ans, il y a une mise à jour complète de la prise en charge du handicap dans notre pays, notamment dans le cadre de l'école inclusive. Dans le cadre de la CNH, il faut qu'on traite tous les sujets. La formation, parce que vous avez raison, je vous rejoins, elle est insuffisante. L'intégration, l'incorporation de l'équipe éducative, vous avez raison aussi. Le fait qu'on puisse être attaché à une communauté éducative qui s'appelle un établissement, etc., oui. Et éventuellement, je dis éventuellement parce que je ne veux pas préempter la conclusion, mais il faut évidemment que dans ce cadre-là, on discute, et par rapport à ce que j'ai dit précédemment, d'un éventuel statut pour une partie des AESH. Mais c'est dans ce cadre-là, parce que tel qu'est le texte aujourd'hui, on est tout simplement, pardon de le dire comme ça, mais je suis incapable, je vous le dis très honnêtement, hein, je suis incapable en tant qu'exécutif de lui donner une suite qui n'aboutirait pas soit au même résultat qu'aujourd'hui, soit un résultat qui serait objectivement intenable par rapport au reste de la fonction publique. Voilà, très clairement. Et je suis donc favorable à l'amendement du coup de suppression. Voilà pour les extraits de la séance qui se tenait hier au Sénat. Pour en parler, j'accueille ici Colombe Brossel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris. Donc le texte qui a été rejeté hier, votre texte, est-ce que vous regrettez la position de la droite et du centre? Max Brisson qui a dit qu'il fallait d'abord, je cite, réfléchir à l'organisation des missions et à la place de l'éducation nationale dans la manière dont notre société prend en charge les enfants en situation de handicap. Est-ce que vous comprenez leur position politique? De qui parle-t-on? On parle aujourd'hui de 436 000 enfants en situation de handicap qui sont accueillis à l'école. Nous parlons de 140 000 AESH, accompagnantes d'enfants en situation de handicap, qui accompagnent ces enfants dans leur scolarité. Et ces AESH, ce sont des femmes, 93% de femmes, précarisées, avec un employeur qui organise leur précarité, avec un employeur qui est l'éducation nationale, avec des contrats qui sont à temps partiel et un niveau de rémunération moyen en dessous du seuil de pauvreté. À la rentrée, il y avait 50 000 enfants qui avaient eu une notification, qui avaient un droit à un accompagnement par une AESH, qui n'en bénéficiaient pas, parce qu'on n'arrive pas à les recruter. Et donc nous disons, il faut sortir les AESH de la précarité, il faut les titulariser dans la fonction publique. Elles sont contractuelles et elles rendent une mission de service public au sein d'équipements qui participent au service public de l'éducation. Et donc il faut les titulariser pour les déprécariser, pour les former et pour reconnaître leurs compétences. Hier, il y a eu une alliance malheureuse du gouvernement et de la droite sénatoriale pour refuser de déprécariser les AESH. Alors, j'entends, et ça a été le discours de la droite sénatoriale et du ministre, disant qu'il faut d'abord réformer le système avant de s'occuper de déprécariser les AESH. Eh bien, nous disons l'inverse. Nous disons on n'a pas le temps de continuer à attendre, parce que si nous ne faisons rien, à la rentrée prochaine, il y aura certainement de nouveau des dizaines de milliers d'enfants qui auront une scolarité gâchée parce qu'ils n'auront pas eu l'accompagnement auquel ils ont droit. Mais donc avant de continuer sur les arguments de la droite et du gouvernement, qu'est-ce qu'il y avait exactement dans votre proposition de loi? Qu'est-ce que ça aurait changé concrètement? C'était de rendre ces AESH des fonctionnaires de l'État, au même titre que les enseignants? C'était ça qu'il y avait dans le texte? Absolument, c'était de considérer que ces personnes, 140 000 personnes, qui remplissent une mission de service public, qui travaillent pour l'éducation nationale, qui sont le deuxième métier en nombre de l'éducation nationale. Il y a les enseignants et en dessous les AESH. C'est vous dire l'importance qu'elles et ils ont pris au sein de l'éducation nationale. Eh bien, il fallait les titulariser, les faire devenir fonctionnaires de l'éducation nationale. Et pour les prochains entrants, ceux qui auraient été recrutés après, ensuite, eh bien, mettre en place une organisation qui corresponde à la fonction publique d'État. Une organisation avec des concours, avec des recrutements, avec des formations. Pour revaloriser cette fonction. Mais alors, est-ce que le statut de fonctionnaire, c'est la panacée? Certains syndicats s'inquiétaient du fait que cela aurait pu obliger ces personnels à être mobiles. Alors, il y a en effet, parce que c'est la fonction publique, d'abord, stabilité, y compris avec la reconnaissance d'un travail à temps plein et donc d'un salaire à temps plein. Parce qu'on parle aujourd'hui de personnel précaire. 850 € en moyenne de revenus par mois pour intervenir pour un certain nombre d'AESH dans 5, 6, 7, 8 établissements scolaires. Voilà de quoi on parle. Voilà pourquoi on n'arrive pas à en recruter. Donc, il y a une stabilisation, il y a un déroulement de carrière
Et il y aurait eu, en effet, une organisation par académie, par département qui va avec. Mais nous avions construit cette proposition de loi en entendant évidemment les organisations syndicales de l'éducation nationale. Elles sont toutes favorables à la titularisation des AESH et les collectifs d'AESH qui voient très bien, en effet, la contrepartie pour l'employeur qui aurait découlé de cette titularisation. L'état des finances publiques permettait-il de créer ces postes de fonctionnaires? Oui. Oui, c'est un choix. On a aujourd'hui 436 000 enfants qui sont scolarisés et parfois mal scolarisés parce que l'État ne remplit pas ses obligations. Le coût, il était chiffré par le ministère à 4 milliards d'euros. Oui, c'est considérable. Mais aujourd'hui, la scolarisation, la mauvaise scolarisation, elle coûte 3 milliards d'euros. Alors, et j'ai une dernière question. Est-ce qu'il faut donc aussi penser adaptation des cours, des bâtiments? Est-ce que l'inclusivité ne mériterait pas un projet de loi de grande ampleur? Le projet de loi, finalement, il a 20 ans. C'est la loi sur le handicap dont nous avons fêté collectivement les 20 ans. Et qui a fait qu'on a une multiplication du nombre d'élèves pris en charge. C'est ça, et qui a permis de tracer un chemin sur les questions d'égalité des droits pour les personnes en situation de handicap. Oui, il faut continuer à avancer sur tous les sujets. On proposait hier, par exemple, de travailler sur l'adaptation des bâtiments. On proposait également de travailler sur la reconnaissance du français parlé complété pour les personnes, les enfants en l'occurrence, sourds oralisants. Mais on ne peut pas attendre d'avoir réformé tout le système pour sortir de la précarité, celle qui accompagne les enfants. Merci pour toutes ces explications. Colombe Brossel, on suivra toutes ces actualités sur les enfants handicapés. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on en vient au dernier thème dans cette émission et la délégation aux droits des femmes qui a lancé fin novembre un nouveau cycle d'audition sur la montée en puissance des réseaux et mouvements masculinistes. Ce matin, la délégation recevait 2 auteurs d'ouvrages récents sur ce phénomène. On écoute, on y revient juste après avec la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Cette faible disponibilité de matière documentaire m'a conduit à me plonger dans un travail de terrain et aller moi-même sur les forums. Alors, j'ai eu plusieurs surprises en faisant ça. D'abord, la facilité d'accès à ces sites. Il a suffi moi-même que je tape ce que mon personnage tape dans sa barre de recherche pour tomber sur des forums. Donc, notamment le forum jeuxvideo.com, le forum 1825 de jeuxvideo.com. Mais en allant sur Reddit, en allant sur 4chan, très facilement, je suis tombée sur des contenus dont la violence et la radicalité m'ont stupéfaite. Et m'ont atteinte d'ailleurs, parce qu'en passant une demi-heure, 1 heure ou un peu plus à lire ces posts, on est évidemment atteint. Ça nous met dans une... Je pense que ça met n'importe quel lecteur dans une situation de malaise ou de colère, en tout cas émotionnellement. On ne peut pas rester impassible devant ces propos. J'ai été aussi marquée, je l'ai retraduit dans mon livre, par le langage hermétique utilisé sur ces forums. Il y avait au départ, quand j'ai commencé à lire ces posts, un certain nombre de termes que je ne comprenais pas, issus notamment du jeu vidéo, mais pas seulement, qui participaient à un très fort communautarisme, et ce qui a pu me faire penser à un mouvement sectaire. En tout cas, la volonté d'utiliser certains mots ou certaines références communes, comme Pepe the Frog, pour se reconnaître les uns les autres et pour se donner un sentiment d'appartenance commune. Et puis, j'ai aussi été marquée par l'importance de la culture du jeu vidéo, notamment à travers les acronymes utilisés, et puis parce que une de mes sources, c'était le forum 1825 sur jeuxvideo.com, donc ça n'était pas étonnant. Alors, je viens maintenant justement à ce deuxième thème du jeu vidéo qui est très central dans ma fiction. Et la deuxième source d'inspiration pour ce roman, ça a été un article de paru dans Courrier International, repris du mensuel américain The Wired, qui s'intéressait donc en octobre 2021, et qui s'intéressait à un jeu fasciste créé sur une plateforme de jeux vidéo très utilisée plutôt par les jeunes joueurs d'ailleurs, je crois, Roblox, de jeux vidéo en ligne. Sur cette plateforme, il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Partia, qui était un jeu vidéo créé par des néo-nazis américains, avec un certain nombre de codes
de règles, on va dire, fascisantes, qui imposaient une certaine façon de s'habiller, une certaine façon de s'adresser, qui interdisaient d'utiliser un sexe différent de son propre sexe dans son avatar, etc., dont je me suis inspirée pour ma fiction. Et même si les masculinistes n'étaient pas directement cités dans cet article, j'ai trouvé qu'il y avait de forts liens avec mon sujet d'intérêt. D'abord, le milieu du gaming, auquel il est souvent fait référence chez les masculinistes, et qui est un milieu très fortement masculin, et dont l'industrie est dominée aujourd'hui par des représentations très virilistes des hommes, et qui pouvaient facilement coller aussi à mon personnage. J'ai trouvé une similitude dans le mélange du divertissement et de la politique, dans l'utilisation de l'ironie, dans l'utilisation de cette confusion qui pouvait provenir du fait qu'on tient des messages politiques, mais qu'on est dans un jeu. Et du coup, la personne qui se trouve immergée dans un jeu et qui ne vient que pour le divertissement ne se rend pas forcément compte ou ne sait pas quel degré de sérieux prêter aux messages politiques qui sont diffusés dans ce jeu. Et c'est ce qu'expliquait cet article, en fait, qui donnait la parole à un jeune homme qui s'était fait endoctriner et qui, des années après, témoignait de son expérience du jeu. Et puis surtout, il m'a apparu que le jeu vidéo, en tout cas ce jeu Partia, pouvait être un lieu d'endoctrinement extrêmement facile. Et on sait que cette menace, cette utilisation des jeux vidéo pour endoctriner des jeunes personnes est déjà identifiée par les services français, puisque pour la menace, pour le recrutement islamiste par exemple, il y a des recrutements sur les jeux vidéo. Sans doute que l'anonymat facilite l'approche et le recrutement. Et puis, je pense, le côté immersif du jeu vidéo qui déréalise en partie les propos politiques tenus et qui permet une conversion douce, puisqu'elle prend les traits du divertissement. J'ai pu retrouver sur YouTube une vidéo dans ce jeu Partia à l'époque, en 2021, qui m'a permis d'imaginer mon propre jeu vidéo. Et puis cette vidéo a été supprimée depuis. Et la troisième source d'inspiration, ça a été la campagne d'Éric Zemmour. En 2021-2022, en préparation des présidentielles, puisque donc Éric Zemmour, on peut facilement le rattacher à la communauté masculiniste si l'on s'en réfère à son pamphlet misogyne Le Premier Sexe, publié en 2006. Et il avait autour de lui une équipe de jeunes gens qui avaient très bien compris l'utilisation des réseaux sociaux et l'importance de l'utilisation des espaces numériques pour donner de l'ampleur au message de leur candidat, dont Samuel Lafont, qui était chargé de la communication numérique du candidat. Donc son équipe était active, non seulement sur Twitter, mais aussi sur Wikipédia pour modifier des informations, à infiltrer des communautés Facebook. Tout ça est documenté par Vincent Bresson dans Au cœur du Z. Et c'est par cette porte-là que je me suis intéressée, du coup, aux pratiques politiques d'utilisation des espaces numériques, et notamment des communautés masculinistes, au profit de leurs propos politiques. Et accessoirement, Sarah Knafo, qui fait l'actualité aujourd'hui, a été une source d'inspiration au départ du personnage de Léa, pour l'anecdote. Alors, en guise de conclusion, je voudrais partager avec vous quelques interrogations qui m'ont été inspirées par l'écriture de ce livre. La première, c'est plutôt un message qu'une interrogation. Le masculinisme est un cheval de Troie des mouvements politiques réactionnaires. L'enjeu n'est pas seulement la protection du droit des femmes. Le masculiniste est aujourd'hui une porte d'entrée grande ouverte aux idées les plus réactionnaires. Ce n'est plus seulement un mouvement hétérogène en ligne. Il est instrumentalisé par des forces politiques, et cette menace démocratique est d'autant plus effrayante qu'elle touche des jeunes hommes et qu'elle cible notamment des jeunes hommes vulnérables. La deuxième interrogation, c'est qu'il y a tout de même si on trouve des masculinistes de tous âges, une forte dimension générationnelle. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui est documenté comme le gender gap, donc les comportements politiques des jeunes générations, on observe une différence croissante entre les votes des jeunes femmes et les votes des jeunes hommes. Ce sont beaucoup des hommes entre
je dirais 15-25 ans, qui sont aujourd'hui les plus exposés et les plus porteurs de ces messages masculinistes. Que faut-il en comprendre ? Est-ce que, on en avait parlé, je crois, avec Pauline, est-ce que le mouvement MeToo a percuté de façon particulière des jeunes au moment de leur construction identitaire ? C'est arrivé pour ces jeunes hommes avant qu'ils soient adultes et avant qu'ils comprennent peut-être tout ce qui se jouait dans les messages qui ont été portés par la vague MeToo et qui étaient essentiels, mais ils ne les ont pas peut-être. Ils ont réagi plus qu'ils ont compris ces messages. Ou est-ce que le masculinisme n'est qu'une voie commode pour exprimer une colère ou une frustration générationnelle ? Ma troisième interrogation est beaucoup plus large. Donc, le phénomène masculinisme s'est déployé largement grâce aux réseaux sociaux et aux outils numériques. Comment faire survivre la démocratie à l'ère numérique ? Et je me suis posé cette question en regardant un documentaire sur le procès Depp Heard aux États-Unis, où les jurés populaires ont été complètement influencés par l'activisme au cours du procès des masculinismes en ligne. Quel pouvoir, quelle confiance peut-on encore avoir dans la démocratie lorsqu'on est confronté à ces manipulations ciblées et massives de l'opinion ? Et puis je vais finir peut-être sur un propos plus positif. C'est ainsi que je finis mon roman. Comment promouvoir d'autres imaginaires ? Puisque l'efficacité du masculinisme repose sur le fait qu'il utilise des images, des représentations largement ancrées dans les imaginaires collectifs, virilistes, machistes, assis sur des siècles de production artistique, et que les fictions, notamment les fictions immersives comme celle des jeux vidéo, ont un pouvoir puissant pour façonner les imaginaires des joueurs qui les pratiquent. Donc j'ai voulu conclure mon roman sur ce point en montrant qu'une manière de lutter était de participer à la construction de fictions alternatives, et notamment dans le milieu du jeu vidéo, mais pas seulement, pour combattre les clichés réactionnaires véhiculés par ces mouvements masculinistes. Et je ne suis pas capable de le traduire directement en préconisation de politique publique, mais indéniablement, une guerre culturelle est à l'œuvre, dans laquelle le pluralisme des médias, le pluralisme du monde de l'édition, l'indépendance de la production artistique doivent être au centre des préoccupations de ceux qui souhaitent lutter contre la montée d'une vague antidémocratique dont fait partie le masculinisme. Voilà pour ces auditions qui se tenaient ce matin au Sénat. Pour en parler, j'ai ici Dominique Vérien, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente centriste de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Et donc vous receviez ce matin Pauline Ferrari, auteure de Formée à la haine des femmes, Pauline Gontier, auteure de Parthénia. Pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est que le masculinisme, comment est-ce qu'on le définit ? Comme une lutte contre le féminisme. Et on ne peut pas du tout l'assimiler au féminisme, puisque le féminisme cherche à développer le droit des femmes et absolument contre personne, juste que l'on ait le droit d'exister en tant que femme, alors que le masculinisme, très clairement, se positionne en opposition à ce que peut être le féminisme et plus largement en opposition à ce que peuvent représenter les femmes. Alors pourquoi est-ce que la délégation aux droits des femmes a cherché à cerner ces réseaux masculinismes ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un danger pour la société, vous le croyez ? Oui, clairement. En fait, on se rend compte que ce mouvement se développe grâce aux réseaux sociaux notamment. Alors, il est vieux comme le monde. Je veux dire, le fait de lutter contre les droits des femmes et contre des mouvements réactionnaires. l'autonomie des femmes, évidemment, ce sont des mouvements courants. Sauf que grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent se développer de plus en plus. On a énormément d'influenceurs qui prêchent justement contre les femmes. Et on voit des mouvements entre autres des mouvements politiques, qui se servent de ces influenceurs pour pouvoir développer leurs idées politiques également. Donc oui, c'est un vrai choix de société, en fait, qui se pose. Les mouvements politiques, de quel bord politique on peut les définir ? C'est l'extrême droite ? Alors, c'est plutôt l'extrême droite, effectivement. C'est les réseaux comme Zemmour, qui clairement est un masculiniste de la première heure, lui, avec ses écrits qui datent de 2006, Oui. Le premier sexe. Donc oui, effectivement, on va les trouver plus facilement à l'extrême droite. Maintenant, on sait aussi que les mouvements anti-droits des femmes, on peut les retrouver un peu partout, mais clairement, oui, plus à l'extrême droite.
Vous parliez effectivement du danger et du rôle des réseaux sociaux, les algorithmes aussi dans la diffusion, la banalisation des idéologies masculinistes. Est-ce que vous allez recevoir ces influenceurs lors de vos auditions de cette délégation? Alors, est-ce qu'on aura ce type d'audition? Est-ce que quand on veut parler racisme, on reçoit des racistes? Je ne suis pas tout à fait sûre. Est-ce qu'ils viendraient? Quelle réponse pourrait-on en attendre? Donc, c'est une question qui s'est posée. Pour l'instant, on n'y a pas vraiment répondu. On s'est posé la question éventuellement sur des gens qui écrivent sur le sujet, y compris en trouvant positif leur thèse. Donc, peut-être. Pour l'instant, on s'est dit qu'un influenceur ne viendrait pas. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes codes, donc je ne suis pas sûre qu'on ait aussi la même facilité d'avoir un débat qu'avec des chercheurs ou des chercheuses. Dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous allez rendre un rapport et à quelle échéance? Et est-ce qu'il peut y avoir ensuite une initiative parlementaire? Est-ce qu'on peut en passer par la loi sur ce sujet? S'il le faut, oui, c'est un peu le sujet de toute façon, d'une façon générale de nos rapports. C'est de regarder si nos politiques publiques sont adaptées, là en l'occurrence pour lutter contre la diffusion de ces idées, et s'il faut passer par la loi ou pas. S'il le faut, oui, bien sûr, nous proposons des choses. Et le rapport est prévu pour? Le mois de juin. Le mois de juin. Allez, deuxième thème sur lequel je voulais vous poser quelques questions. Votre délégation qui a organisé mardi un colloque sur le thème des violences sexuelles comme armes de guerre avec les exemples du Soudan et de l'Ukraine. Les viols qui répondent à une stratégie délibérée pour terroriser, déshumaniser, désorganiser les sociétés, a-t-on entendu dans ce colloque. Est-ce qu'on prend suffisamment en compte la gravité de ces violences sexuelles dans les conflits armés? Absolument pas. Là, c'est clair, absolument pas. Probablement parce que ça touche majoritairement des femmes. Mais pas que. En fait, souvent, on passe sous silence le fait que ça touche beaucoup d'hommes. En tout cas, on l'a vu sur le conflit avec la Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas un prisonnier ukrainien qui n'ait subi des violences sexuelles. Donc, ça touche les hommes, les femmes. On parle très peu, on peut le dire dans les médias. Et les enfants. Et on nous a raconté des choses effroyables, entre autres au Soudan, avec des viols collectifs de nourrissons. Oui. On comprend l'émotion, effectivement, quand on évoque ces sujets. Dernière question, il y a une limite aussi, c'est l'absence de condamnation par la justice internationale. Une seule condamnation pour les conflits de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, 18 ans après les faits. C'est ce qu'a dit Isabelle Rome, qui était auditionnée mardi. C'est une limite importante aussi? Oui, alors une des raisons aussi pour lesquelles on poursuit peu, c'est parce que les victimes souvent ont honte de ce qui leur est arrivé et donc du coup ne veulent pas porter plainte, et donc c'est toujours le problème du viol. Et c'est pourquoi on a conclu aussi en disant que c'est un vrai problème de société, et on le voit, si la communauté exclut des femmes qui ont été violées, par exemple, comme ça se fait encore trop souvent, eh bien c'est une double peine effectivement, et c'est comme ça qu'on brise la société. Si la communauté accepte de ne pas l'exclure et donc ne se brise pas, eh bien peut-être que ce ne sera plus un moyen pour pouvoir récupérer des terres. Parce que moi, je pense à la République démocratique du Congo, les violences sexuelles qui durent depuis 30 ans là-bas, les viols de guerre qui durent depuis 30 ans, c'est pour récupérer des terres. Clairement. Et donc, si jamais on ne brise pas la société et qu'on n'arrive pas à récupérer ces terres, peut-être qu'on passera par d'autres moyens. Et merci pour ces réponses à tous ces sujets que j'évoquais, et cette actualité de la délégation des droits des femmes. Merci. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info dans quelques instants à 18h pour Sens Public. C'est présenté par Thomas Hugues. Très belle suite des programmes sur Public Sénat.